La traditionnelle Gay Pride dans les rues de Paris avec pour thème la lutte contre toutes les discriminations. Un cortège de 500 à 700 000 personnes. Une marche qui a pris un tour particulièrement politique cette année. Air France relie désormais quotidiennement Paris-Marseille à Alger. 8 ans après la prise d'otage de décembre 1994, les liaisons régulières ont été rétablies sous haute sécurité. Voyage inaugural ce matin. À la veille de l'anniversaire des 10 ans de la petite Estelle, disparue en janvier dernier, la diffusion du portrait robot d'un témoin jugé important par la police redonne de l'énergie aux parents de la fillette. La mode avec le coup d'envoi des collections masculines printemps-été 2004. Jean-Paul Gaultier n'a pas failli à sa réputation, un créateur agitateur d'idées. Jusqu'au 1er juillet, une quarantaine de défilés auront lieu à Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce samedi, d'abord marquée en France par les premiers départs. La peur du gendarme devrait obliger les automobilistes à lever le pied, et c'est tant mieux. Le déploiement sur tous les grands axes de contrôle routier est à l'évidence dissuasif, surtout lorsque les brigades ont des voitures rapides d'intervention, de quoi sanctionner immédiatement les contrevenants. Voyez ce reportage dans le Vaucluse de Véronique Gaglione et Frédéric Guibal. 192 km/h détectés avec les jumelles laser. Ça laisse juste le temps de sauter dans la voiture. Dans ces cas-là, même les gendarmes ne respectent pas les limitations de vitesse. Nous sommes pilotes de voitures rapides, donc nous avons une formation spéciale pour rattraper les véhicules. Alors monsieur, on vous intercepte pour la vitesse. Vous avez été pris aux jumelles laser à la vitesse de 192 km/h. Oui, monsieur. Vous êtes pressé? Je voulais descendre très vite parce que je dois arriver sur la côte un peu plus tôt. Mais c'était pas le but, je l'ai fait pendant, je pense, 3 minutes, même pas 2 minutes. Parce que j'ai ma voiture réglée à 139, vous pourrez regarder. Oui, d'accord, mais si vous appuyez sur l'accélérateur, ça enlève le limiteur. Ça il faut le savoir. Pour cet automobiliste, retrait immédiat du permis de conduire et passage dans quelques semaines devant le tribunal de police d'Avignon. 192 km/h, ça arrive souvent, ça? Ça arrive, je dirais, tous les jours sur l'autoroute. Et ça aboutit à... dans le Vaucluse, on est à 3 retraits de permis par jour depuis le 1er janvier 2003. La portée des jumelles est de 3 à 400 mètres. Les gendarmes repèrent ainsi les voitures avant d'être même remarquées. Malgré le flot de véhicules, jusqu'à 5700 par heure, la vitesse moyenne dépassait aujourd'hui les 130 autorisés. Sauf bien sûr à certains moments de la journée où tout le monde a bien dû ralentir. Et en effet, sur les routes de France pour cette journée classée orange par Bison Futé, une circulation à peu près fluide et comme souvent en cette période estivale, les ralentissements sont localisés sur la route du Soleil. Valérie Fourniot. 5000 véhicules à l'heure en moyenne sur l'autoroute du Sud. Pas de quoi suffoquer, pourtant, certains ont pris la route des vacances malgré les soubresauts du moteur avec au bout le grand classique de la panne. Ça fait 100 km plus ou moins que je vois qu'elle fume. On a dû s'arrêter ici pour le péage et le moteur est calé. Résultat des courses, je ne parviens plus à la remettre en route. C'est aussi simple que ça. Moteur calé, chien assoiffé et enfants fatigués. Alors prudents, certains parents ont pris la route de nuit afin d'éviter la chaleur, les pleurs et l'énervement. C'est plus pratique effectivement de les mettre en pyjama avec un oreiller et leur peluche. Hop. Voilà. Il faut bien se reposer, à peu près toutes les 2 heures. Bien s'hydrater, bien boire. Hydratation ludique à Lançon de Provence. Sur l'aire de repos, détente au programme pour grands et petits. C'est bien les vacances. Ça fait un peu du bien parce qu'on se libère un peu de l'école. Et les étapes comme ça, c'est bien aussi parce qu'il y a des activités, donc on peut s'amuser. Après un petit voyage, un long voyage, ça fait du bien de prendre un peu d'air et puis de changer un peu la tête, quoi. L'esprit plus clair après la pause, d'autant plus que les bouchons étaient rares. Moi j'ai eu le bouchon de Tournu, je suis restée un bon bout de temps dedans et je m'attendais à trouver un bouchon ici. Ça va, on part en vacances, on est bien, la vie est belle. Ciao. Cette journée classée orange s'est finalement bien passée. Seuls 227 km de bouchons sur tout le réseau ont été recensés en fin de matinée. L'après-midi a été plus calme. Mais les Parisiens sont attendus ce soir, comme les bouchons, à la sortie de la capitale.
Du côté de la SNCF, la très grande affluence est attendue plutôt pour le départ du 14 juillet, mais dès ce week-end, ce sont 800 000 personnes qui étaient attendues au départ des gares parisiennes. À la gare de Lyon, plus de 300 TGV fonctionneront vers les lieux de vacances et à bord des trains Corail, des équipes sont en poste en cas de panne de climatisation. Dans l'Aveyron, les partisans de José Bové ont défilé cet après-midi à Millau à l'appel de la Confédération paysanne. Au programme, un pique-nique géant, un cortège bon enfant et une chaleur accablante qui n'a découragé aucun des manifestants qui s'insurgent contre l'incarcération de José Bové. Le leader de la Confédération qui, depuis sa prison, s'adresse à Jacques Chirac dans les colonnes du Monde en affirmant qu'il n'est pas question de s'agenouiller devant le président, dit-il, mais si libération anticipée il y a, il ne s'y opposera pas. Alban Mikosi, Abdel Zouyesh. Choisir le parcours d'une manifestation est un art, les amis de José Bové l'ont compris. 15 heures, plusieurs milliers de personnes défilent dans Millau et hop, cela génère 14 km d'automobilistes à l'arrêt sur la route des vacances. Perturbation réussie, même si les organisateurs jurent qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Il n'y a pas de volonté particulière, c'est le hasard du calendrier. C'est parce que Chirac n'a pas encore gracié José Bové. Mais surprise, du côté des automobilistes, pas trop d'énervement. Les combats de José Bové restent populaires. On soutient leur action, mais on aimerait bien avancer. Mais voilà. Mais on soutient l'action en tout cas. Si on n'arrive pas ce soir, on arrivera demain. Mais voilà. Ensuite, les amis de José Bové se sont installés sur la place principale de Millau sous une chaleur accablante. Avec une seule interrogation déclinée dans toutes les prises de parole, comment obtenir la libération rapide de leur leader? Vous savez, il faudra, je crois, beaucoup de pression et beaucoup de mobilisation populaire pour que José Bové soit gracié, quoi. Les manifestants, souvent des militants de gauche résolus, misent donc sur le poids de l'opinion publique pour influencer le chef de l'État. Sinon, Millau et le Larzac, bastion historique de la Confédération paysanne, menacent d'entrer à nouveau en résistance. La traditionnelle Gay Pride qui cette année défile sous les couleurs de la tolérance, de toutes les tolérances. Le thème choisi est la lutte contre les discriminations, au premier rang desquelles l'homophobie. Si l'on en croit ce sondage IFOP pour le monde, l'évolution des mentalités se fait bien en France puisque 61% des personnes interrogées affirment qu'elles pourraient accepter que leur enfant soit homosexuel contre 41% selon un même sondage il y a 8 ans. À Paris, la mobilisation était au rendez-vous. Entre 500 et 700 000 personnes ont déambulé de la place d'Italie à la République. Cette année, les politiques font partie du défilé et ostensiblement, ils se sont placés en tête de cortège. Signe des temps, la droite, cette fois-ci, est officiellement représentée. Reportage de Dorothée Cochard, Nicolas Prader. Avec nous, la école pour le 7e siècle. Histoire de suivre le mouvement, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel étaient politiquement réunies. Le rouge des communistes, le vert des écologistes et pour la première fois, le bleu officiel de l'UMP. La droite change. Elle change et heureusement. Je pense que sur certaines questions, elle était un peu décalée. Je pense que ses responsables étaient décalés de leurs électeurs. Et aujourd'hui, nous avons compris que nous avions commis des fautes. Et il est important d'être aujourd'hui ici pour lutter contre toutes les discriminations. À 2 pas de là, le maire socialiste de Paris se veut exigeant avec le gouvernement. Il faut que la droite, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, ne fasse pas qu'envoyer des émissaires dans les manifs. Il faut aussi qu'elle vote des textes pour plus d'égalité, pour plus de liberté. Chirac t'a promis, pénalisons l'homophobie. Multiples revendications, notamment le droit de garde des enfants d'homo en cas de décès. Jamais il y a un pépin dans la vie, l'enfant peut aller à n'importe qui, sauf à ceux qui l'ont élevé. Donc pour nous en Belgique c'est mieux parce qu'on peut se marier maintenant. Alors maintenant la France. Les homos reconnaissent que la société française est plus tolérante qu'elle ne le fut, mais ils rêvent encore du jour où leurs préférences ne dérangeront plus. On évoquait en se fiant au sondage une certaine évolution de la société, mais les comportements changent moins vite que ne le souhaiteraient ces hommes qui ont vécu douloureusement leur homosexualité au point de se fondre dans les grandes villes comme Paris pour ne pas être montrés du doigt. Reportage Nicolas Lemarinier et Daniel Lévy. Ce n'est pas le char le plus gros du cortège ni le plus beau, mais pour Philippe, l'important c'était d'être ici et d'afficher sa normalité. Le jeune homme a grandi dans un petit village, pas question de parler de son homosexualité par peur du qu'en dira-t-on. La solution, quitter le village pour la capitale. En venant sur Paris, on sait que
c'est tellement grand, il y a tellement de gens différents, tellement de chances de pouvoir rencontrer des gens plus facilement que on se pose pas trop de questions en fait. À Paris, Philippe a trouvé des amis comme lui. Il s'est fondu dans la masse. Mais beaucoup d'homosexuels et de lesbiennes qui vivent en province n'ont pas cette chance de pouvoir s'installer dans la capitale. Bertrand, lui, a grandi à Reims. Durant sa scolarité, il a subi les insultes de ses camarades. Les professeurs n'intervenaient pas. Le jeune homme préférait se taire. Je pensais à ma famille, à protéger quelque part ma famille. C'est-à-dire les protéger justement des remarques que moi j'ai pu percevoir. Qu'on a pu me faire, je voulais protéger toute ma famille. On a toujours peur des conséquences. Qu'est-ce que sera ma vie si je le dis? Est-ce que je vais pas me retrouver tout seul? On a peur. Avec le temps, Bertrand s'est assumé. Mais l'homophobie, il la ressent toujours. Elle a simplement pris d'autres formes, comme on le constate dans cette association locale. Tout le monde arrivera comme il y aura la... Cette homophobie est beaucoup plus latente, avec beaucoup plus d'insinuations, des blagues un petit peu douteuses, encore des insultes. L'insulte suprême dans une cour de lycée, ça reste quand même sale pédé. Derrière la fête se cache une autre réalité. Le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est beaucoup plus important que chez les hétéros. Une image hautement symbolique. 8 ans après, un Airbus d'Air France a atterri sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Ce vol marque la remise en service de liaisons quotidiennes entre la France et l'Algérie, suspendue après la prise d'otage de décembre 1994. Christian Houtin, Guillaume Fautra. Des fleurs pour ce retour tant attendu. Les autorités algériennes ont célébré l'événement. Plus de 8 ans que l'aéroport Ouari Boumedienne n'avait pas vu un avion aux couleurs d'Air France. Ambassadeur de ce vol, le ministre des Transports et le président de la compagnie, également du voyage. Plus tôt ce matin, à Orly-Ouest, les passagers se pressaient à l'enregistrement. Tous ravis de trouver avec Air France une nouvelle desserte pour l'Algérie. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ça fait plus de vols et pour partir, c'est quand même on a plus de possibilités. Une considération qui balaie toutes les appréhensions que suscitait il n'y a pas longtemps encore une destination comme l'Algérie. Pour marquer ce retour à la normale, l'enregistrement s'effectue dans les mêmes conditions que pour toutes les autres lignes. Vol ordinaire, mais pas tout à fait, à cause de l'histoire entre les deux États. Et l'Algérie n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays ami, c'est un pays fraternel, c'est un pays historiquement lié à la France et réciproquement. Et donc une liaison aérienne, c'est un pont de plus qu'on jette à travers la Méditerranée. 3 fois par jour, Air France va désormais relier la France à l'Algérie. Une desserte jugée très rentable par la compagnie. Et le premier avion a fait le plein de ses passagers. Seule ombre au tableau, la réticence des syndicats de pilotes qui jugent les conditions de sécurité insuffisantes. En tant que président d'entreprise, j'assume mes responsabilités. Je retourne à Alger en ayant conscience que le niveau de sécurité qui est offert à nos clients et à nos équipages est un niveau sans équivalent sur l'ensemble de nos escales dans le monde. La reprise des vols avec Air France a un caractère symbolique, mais pas seulement. Car la compagnie française espère bien attirer de nouveaux clients, et en particulier des hommes d'affaires. Et cela pourrait bien profiter aussi à l'Algérie tout entière. C'était prévisible, c'est officiel depuis ce matin. Le Parlement devra plancher au mois de juillet. Jacques Chirac a convoqué en session extraordinaire les députés. Au programme, bien évidemment, le vote du projet de loi sur les retraites qui a connu hier un coup d'accélérateur. Du côté de l'opposition, une motion de censure vient d'être déposée par François Hollande qui dénonce l'action du gouvernement Raffarin, geste symbolique qui marque les désaccords du Parti socialiste avec la politique sociale et économique menée en France. À Auvers-sur-Oise, plusieurs grévistes de la faim faisant partie des Moudjahidines du peuple ont été hospitalisés cette semaine. 22 personnes ont entamé depuis hier une grève de la soif. 3 d'entre elles ont fait un malaise, mais leurs jours ne sont pas en danger. Ils réclament la libération de Mariam Radjavi, la leader du mouvement qui est incarcérée. Ils rendaient hommage aujourd'hui aux 2 militantes décédées après s'être immolées par le feu. La petite Estelle, disparue le 9 janvier dernier, aura 10 ans demain, un triste anniversaire qui ravive encore davantage la douleur de sa famille et de ses proches. La mère de la fillette s'exprime rarement, mais depuis la diffusion du portrait robot d'un témoin cette semaine, témoin jugé très important par la police, l'enquête pourrait être relancée. Yvan Martinet, Marie Cazot. Bon, alors. Ce matin, les membres de l'association Estelle ont rendez-vous. Objectif de la matinée, déposer ces affichettes, le portrait robot de l'homme recherché par la police. On fait le centre commercial de Logne. Départ pour l'affichage, Alain Lacombe hérite du secteur des supermarchés.
assez là. On aimerait bien en remettre ici, bien sûr, parce que c'est un lieu de passage important. Non, ça, c'est pas un problème. Mission accomplie, il est autorisé à coller les portraits robots à l'entrée du centre commercial. Retour à Guermantes, le visage des affichettes aurait été reconnu. Quelqu'un qui lui avait paru louche et qu'elle reconnaissait cette personne. À la veille de l'anniversaire d'Estelle, pour Éric Mouzin, son combat ne concerne pas uniquement sa fille. Je crois qu'il faut que les parents comprennent que celui qui a enlevé Estelle est toujours dans la nature. Et que, sauf vraiment à ce qu'il n'est pas compris, il est important pour tous qu'ils soient retrouvés. Demain, Estelle aurait fêté ses 10 ans. Je me souviens très bien du jour de son anniversaire, vous savez. Et elle était tellement impatiente de naître que elle est née avec presque 3 semaines d'avance. Et moi, j'aurais bien voulu garder ce bébé un peu avec moi. Enfin, en fait, c'était impossible. C'est elle qui a décidé de naître. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle est plus là, quoi. C'est ça qui est complètement dingue. Le numéro vert mis en place a permis de recueillir plus de 300 témoignages. Une trentaine, selon la police, serait particulièrement intéressant. Le numéro vert précisément qui est à disposition depuis mardi soir est le suivant, le 0800 33 60 98. Les reconductions à la frontière ne concernent pas essentiellement les clandestins entrés en France et expulsés vers leur pays d'origine. À titre de réciprocité, le Sénégal a décidé d'appliquer la même formule. Ce matin, 9 Français suspectés de délits de droit commun ont été embarqués à bord d'un avion d'Air Sénégal sous bonne escorte. Reportage de nos correspondants Éric Meunier, Bruno Giraudon. Le Sénégal parle de rapatriement de Français indésirables. L'opinion publique à Dakar de réciprocité d'un charter à l'envers. Les 9 premiers expulsés français ont été conduits vers l'avion, le vol 922 d'Air Sénégal International, direction Orly, sous bonne escorte ce matin. C'est bon. On me parle, c'est pas quand on vous me parle, alors ça va. Vous comprenez ce qui arrive, monsieur? Pas du tout, c'est une horreur. Quand est-ce qu'on vous l'a appris? On l'a dit quand Non, on m'a bloqué sur la route, on m'a foutu en commissariat, puis j'ai rien pu faire. Je n'ai pas allé me changer, rien. On n'a pas d'explication, je suis en situation régulière, j'ai investi au Sénégal, voilà, c'est tout. On aura le temps d'en reparler, je pense. Les autorités sénégalaises restent évasives sur ce qu'il est formellement reproché à ces Français. Elles se contentent de préciser que les affaires de pédophilie, de trafic de drogue notamment, aboutiront désormais à ce type de mesures de rapatriement menées en collaboration avec le ministère de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, qui avait d'ailleurs dépêché de Paris 16 policiers français pour assurer l'escorte des expulsés. La presse sénégalaise, elle, ne prend pas de gants pour qualifier cette expulsion qu'elle annonçait depuis plusieurs jours. Elle parle de souveraineté et d'honneur retrouvé pour le Sénégal. Au Proche-Orient, alors que la conseillère du président américain vient d'arriver à Jérusalem, une trêve devrait être annoncée dans les 24 heures. Le Hamas, le djihad islamique et un 3e mouvement extrémiste ont décidé de suspendre pour 3 mois leurs attentats contre Israël. De son côté, l'État hébreu retirerait son armée de la bande de Gaza en début de semaine prochaine, une étape nécessaire sur le chemin de la paix. Charles Anderlin, Talal Abou-Hamed. C'est avec beaucoup de scepticisme que les habitants de Gaza accueillent la perspective d'un cessez-le-feu. On ne peut pas parler de trêve aussi longtemps que les Israéliens occupent des localités dans la bande de Gaza. Mais j'espère qu'il y aura la paix. Ici, plus de 60% de la population survit grâce à l'aide alimentaire fournie par la communauté internationale. Alors, ceux qui le peuvent viennent tenter leur chance à la pêche. Sans y croire vraiment, tous espèrent que l'accord permettra d'améliorer leur vie quotidienne. On veut une trêve, pas des paroles. Cela fait 10 ans qu'on parle de paix avec Israël et c'est un mensonge. Ma situation est très mauvaise. Je ne peux même pas payer l'hôpital pour mes enfants. En principe, les organisations armées palestiniennes devraient annoncer dès demain l'arrêt pendant 3 mois des attaques anti-israéliennes. Cela permettrait à Mahmoud Abbas, le Premier ministre palestinien, d'informer les Israéliens qu'il reprend le contrôle de certains secteurs autonomes. Cela nous intéresse très peu ce que font les groupes terroristes. C'est la responsabilité de l'autorité palestinienne de voir à ce que le cessez-le-feu soit appliqué sur le terrain. C'est notre seul interlocuteur et d'ailleurs nous allons transférer dans les jours qui viennent, si tout marche bien, une partie de la bande de Gaza et la ville de Bethléem à l'autorité palestinienne afin qu'elle en assure la sécurité.
Si aucun nouveau problème ne surgit, ce barrage devrait donc disparaître dans les tout prochains jours. En Irak, les attaques sont désormais quotidiennes contre les forces américaines. Un soldat américain a été tué, 4 autres blessés la nuit dernière près de la capitale. Par ailleurs, les 2 djihadistes portés disparus ont été retrouvés morts. Une équipe d'experts arrivera demain avec pour charge d'évaluer cette situation de guérilla. Jean-Pierre Raffarin était aujourd'hui en visite à Saint-Pétersbourg à l'occasion des festivités du tricentenaire de la ville, un déplacement politique mais aussi culturel. Il inaugurait le Centre européen des Lumières situé à l'intérieur de la Bibliothèque nationale où l'impératrice Catherine II a acheté près de 7000 ouvrages de Voltaire. L'écrivain a d'ailleurs inspiré le Premier ministre qui a affirmé que Voltaire, s'il commentait l'action de son gouvernement depuis un an, dirait « Ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise, il fallait dire que tout est mieux ». Fin de citation. Les intermittents du spectacle ont promis de faire parler d'eux. C'est chose faite pour protester contre l'accord sur leur régime d'assurance chômage. Des actions ou occupations se multiplient. L'ouverture du festival d'Aix pourrait être compromise la semaine prochaine. Mais avant cela, c'est le théâtre de Caen qui est occupé, tout comme celui de la Villette à Paris. Abdel Mostefa, Philippe Kérou. Ceci n'est pas un air de fête. À la grande halle de la Villette, on n'a pas vraiment le cœur à rire, après l'accord signé vendredi par le MEDEF et 3 syndicats minoritaires. Le festival de cinéma en plein air, il commence normalement le 8 juillet. Sauf que ce matin, les engins n'ont pas bougé. Les techniciens se sont mis en grève, bientôt rejoints par une centaine d'intermittents, décidés à se faire entendre, à leur manière. Il y a plein de gens qui jouent pas. Là, on voit, il y a un festival à Paris, c'est le Parc Floral. On a des amis qui devaient jouer, qui n'ont pas joué. Moi, je sais que demain... je sais que les concerts que j'ai pour l'instant, j'ai pas envie de jouer. Fin d'après-midi, à l'intérieur de la grande halle de la Villette, on improvise une assemblée générale. Rien n'a été fait sur le parc de la Villette aujourd'hui. Il faut renouveler ça demain matin. Finalement, la poursuite du mouvement sera votée. Un mouvement qui pour la CGT ne fait que commencer. Donc c'est effectivement le choix qu'ont fait très largement les professionnels du spectacle aujourd'hui, c'est effectivement de dire stop, ça suffit, on veut effectivement s'exprimer, nous ne sommes pas entendus, donc on arrête là les dégâts, et donc les spectacles effectivement, pour beaucoup, n'auront pas lieu effectivement pendant l'été. Occupation du théâtre municipal de Caen, manifestation à Marseille, Lyon, Nancy, les regards se tournent désormais vers les premiers grands festivals de l'été, Aix, Avignon ou Carré. Des actions y sont annoncées, certains spectacles pourraient être annulés. Avec la fin de l'année scolaire, plus de 14 000 instituteurs sont partis à la retraite hier. Une vie entière à éveiller et transmettre leur savoir aux plus petits. Presque une vocation, comme l'histoire de cet instituteur d'une classe unique du Jura qui a passé 37 ans et demi dans l'éducation nationale. Portrait Florence Griffon, Bruno Livertou. Il a accueilli 2 générations de petits jurassiens dans cette école qui est devenue la sienne. Ça court ce matin. Alors ce matin pour André, c'était forcément un moment plein d'émotions. C'est le dernier jour de la retraite. Pardon? Ah voilà, c'est mon dernier jour d'école. Hein? Ça vous fait quoi de savoir que c'est mon dernier jour d'école? Ça me fait triste. C'est un petit peu plus dur pour moi, quoi. Hein? On a la larme à l'œil, mais je suis très content d'avoir passé cette année avec vous. Hein? Bon, sur ce, je crois que vous avez... Et rien de tel qu'un petit jeu pour réviser son orthographe. Si le dictionnaire et le bled sont toujours aussi indispensables, l'ordinateur fait partie intégrante de la classe depuis des années. La pédagogie a bien changé. Autrefois, on disait, pop, c'est la soustraction, point. Hein. Aujourd'hui, on se dit, bon, qu'est-ce que je veux arriver à obtenir avec les enfants, qu'est-ce que je veux leur faire passer. Donc, il y a une réflexion sur la leçon qu'on n'avait pas forcément. Lui a presque tout appris sur le terrain, sauf peut-être l'anglais qu'il a absolument voulu enseigner à ses élèves. Alors, après 37 ans et demi, André estime pouvoir transmettre le flambeau sans regret. Il y a un temps pour tout. Hein, ça devient lourd. Certains soirs, j'en ai marre. Je suis fatigué. Dans le village, oui, c'est une page qui se tourne et les habitants étaient très soucieux de savoir qui était présente l'année prochaine. Apparemment, je conviens aux villageois, donc c'est bon. Midi, c'est le moment d'y aller. André fait comme si de rien n'était, mais les enfants ne lui disent pas leur au revoir habituel. Bonne retraite, bonne retraite. Une nouvelle vie vient de commencer.
Les commerçants l'attendaient avec impatience. La période des soldes est ouverte après un mois de mai plutôt morose. La course aux bonnes affaires dope les ventes. La canicule y est pour quelque chose. Il y a du monde dans les boutiques. Laurent Bailly, Laurent Esnault. Au prix d'un et demi. Jusqu'à 50% de rabais dans les magasins. De quoi susciter la frénésie d'achat. Rayons et caisses sont pris d'assaut comme si les consommateurs, comme ici en banlieue parisienne, s'étaient tous donné rendez-vous pour ce premier samedi des soldes. J'ai déjà repéré le cadre hier et là c'est la bonne surprise des 50%. Voilà. C'est les soldes. On en profite. On en profite. Et tout ça pour 100 €. Vous l'auriez acheté? Si ça n'avait pas été les soldes, pas d'un coup. Voilà. Décoration, électronique, textile, aujourd'hui on dessert les cordons de la bourse pour le plus grand bonheur des tiroirs-caisses. À chaque commerçant, son bénéfice. On a un accroissement de chiffre d'affaires sur un mois de solde de 20% par rapport à un mois classique. On fait, je pense, le double de ce qu'on fait habituellement, le double, voire le triple. Les soldes vont durer jusqu'au 2 août, ce qui semble convenir pour une fois aux commerçants. C'est ce qu'il faut parce que ça permet d'écouler le stock. C'est pas trop court alors? Et là, c'est sur 6 semaines, hein, donc c'est bien. Après, on arrive sur l'hiver, donc je pense que c'est suffisant. 6 semaines d'étiquettes alléchantes et de tentations pour ceux qui peuvent se l'offrir. Mais certains consommateurs adoptent une stratégie attentiste. C'est pas encore les super soldes. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, 2-3 semaines, et il y aura vraiment des vrais soldes. On se fait toujours avoir. Bon, les soldes, je pense, un minimum, sauf quand on les fait tout à la fin, voilà. Ça laisse un peu de temps pour se décider, au risque bien sûr de voir partir les articles les plus intéressants. Cruel dilemme. La lutte contre les excès de vitesse ne concerne pas seulement les automobilistes. La mer aussi a ses chauffards et pour la première fois en France, un radar du même type que celui utilisé sur les autoroutes servira à contrôler la vitesse des bateaux et des jet-skis sur les côtes des Bouches-du-Rhône. Francis Mezeyer. L'endroit est inhabituel pour un contrôle radar. Ces policiers traquent les excès de vitesse dans la bande des 300 mètres limitée à 5 nœuds, l'équivalent de 9 km/h. Contrôle à interception, le bateau qui se présente à nous, 8 km/h, je répète, 8 km/h. Ce radar portable appelé multalaser est très maniable. Son usage en rade de Marseille est une première. Au deuxième plan, on peut prendre donc de la côte un bateau, également d'un bateau sur un bateau, ça fonctionne également très bien. Donc on peut se positionner sur n'importe quel endroit de la côte, dans la zone, on peut prendre dans la zone de 300 mètres, cet appareil a une portée de 600 mètres. Plus de dyno au compteur, soit 2 fois la vitesse autorisée. Un plaisancier est pris en flagrant délit et pourtant, il conteste l'infraction. Je vous l'ai dit, quand je m'appelle ici là-bas, je ne peux pas m'arrêter. Il a fait le zèle, il m'a fait arrêter. Je suis en panne, je vous dis. À ce moment-là, il ne faut pas sortir. Si vous n'avez pas un bateau en état, il ne faut pas sortir. Ce pilote risque 3 750 € d'amende. Une simple réprimande a par ailleurs été adressée à une dizaine d'autres plaisanciers pour excès de vitesse de 5 km/h. Mais en mer, certains comportements ne sont plus tolérés. C'est un peu exagéré de dire la manière forte, c'est simplement réprimer les infractions qui sont commises, tout simplement. Tolérance zéro également en mer? Tolérance zéro, toute infraction sera sanctionnée. Le 15 juin dernier, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le propriétaire de ce bateau a tué un plongeur dans la zone des 300 mètres. Il naviguait à près de 20 nœuds. Ce drame a sans doute provoqué une prise de conscience. Demain débuteront les championnats de France de cyclisme dans le Morbihan. Les meilleurs Français seront au rendez-vous. L'occasion d'évaluer à une semaine du départ du Tour de France l'état de forme des uns et des autres. Julien Beaumont, Grégoire Usina. Richard Virenque en rodage dans le Morbihan. À la veille du championnat de France de Plumelec, Virenque est le seul représentant de son équipe. L'occasion de jauger l'état de forme du plus connu des cyclistes tricolores à une semaine du Tour de France. Ça sera le 11e et il ressemblera, je pense, à tous les autres tours et j'aurai sûrement autant d'enthousiasme. Mais bon, c'est sûr que ma carrière elle est plus derrière que devant moi, mais je resterai avec un gros moral sur ce tour-là. La route est ouverte pour d'éventuels successeurs, à l'image de Sandy Cazard. À 24 ans, il est en pleine maturité. Ses performances lors du Tour d'Italie ont prouvé qu'il fallait maintenant s'attendre à le voir plus souvent aux avant-postes. J'ai montré que je pouvais être là, présent sur 3 semaines. Après, peut-être pas sur ce tour, mais dans les années à venir. Et non, ça me semble beaucoup plus possible qu'avant. Bon, je prends conscience que je peux être avec les meilleurs quand ça bagarre. Autre équipe à suivre, les Cofidis, et notamment David Moncoutier, meilleur français du Tour l'an dernier.
Pas question non plus de rater le championnat de France pour Philippe Gaumont. Cette course fait partie de sa préparation. La semaine avant le tour, c'est une semaine un petit peu spéciale où on a beaucoup de choses à faire et on ne peut pas faire énormément de kilomètres, donc une sortie de longue distance. Et demain, c'est important de faire les kilomètres pour être tranquille dans la tête et partir au tour serein. Ce sont surtout les derniers instants de calme. Un déjeuner en terrasse, loin de toute sollicitation, rien à voir avec l'ambiance qui régnera sur le Tour de France dès samedi prochain. Hommage et émotion cet après-midi à Aubervilliers en l'honneur de Marc-Vivien Fouet, décédé avant-hier sur le terrain à Lyon. Les anciennes gloires du Cameroun se sont recueillies avant de rencontrer l'équipe de France universitaire. À Rouen, les plus grands, les plus beaux voiliers du monde se sont donné rendez-vous pour la 4e Armada, un rassemblement nautique qui attire des millions de spectateurs. La fête a commencé depuis ce matin. Paul de Genève, Yann Moine. Sous le pont de Normandie défilent les géants. Le 3-mâts barque Statra Tlemcool, le Belém, le plus grand représentant français. Les bateaux écoles, le Sagres portugais, 90 mètres. Tout comme le Mexicain, le Cuauhtémoc, 275 marins à bord. L'Armada est presque au complet. Quelques retardataires arriveront dans la semaine. Le public, lui, est à l'heure. C'est une véritable marée humaine qui se presse autour de chaque navire. Vous savez combien il y a de bateaux ici? Une trentaine. C'est pas ça, non? Vous en avez visité combien, vous, déjà? 5, mais il y a trop de monde. Il faut parfois plus d'une heure d'attente pour monter à bord d'un des 38 bateaux exactement, 25 voiliers et 13 bâtiments militaires. Et c'est équipé de son programme que le visiteur aguerri passe d'un navire à l'autre, à la recherche du tampon du bateau, la marque de passage. Mais avec le monde, c'est souvent un peu compliqué. On met le tampon en souvenir. Le souvenir, c'est une estampille du bateau. Vous avez combien de tampons comme ça, là, déjà? 3-4, c'est tout. Et vous en avez visité combien de bateaux? 2. C'est long? C'est pas très rapide, parce que les gens... Patience, ce n'est que le début. L'Armada est officiellement inaugurée aujourd'hui. La grande fête est lancée. Les navires resteront à quai jusqu'au 6 juillet. Le temps de faire le plein de souvenirs. Plus de 500 000 personnes l'ont déjà fait aujourd'hui. En tout, près de 10 millions de visiteurs devraient venir rêver devant ce spectacle hors norme. Django Reinhardt est mort il y a 50 ans. Le grand guitariste est célébré pendant une semaine à Samoa, près de Fontainebleau. Interprètes et spectateurs sont unis par le même amour, la guitare. Olivier Lunza et Yann Moine. La douceur du souvenir. Django Reinhardt est le village de Samoa. Django, un rêveur, un joueur de billard et de guitare qui finit sa vie à pêcher sur les bords de Seine. Django qui disparut bien jeune. Django, c'est notre maître de musique, quoi. Pour nous, c'est un grand honneur pour jouer sa musique, quoi. La modestie de Storello Rosenberg, considéré comme le successeur de Django. Storello venu participer à un festival dont les spectateurs viennent de toute l'Europe. C'est merveilleux, tu es dans ce festival et tu te rends compte que tous ces gens sont là pour la même chose que toi. Parce que j'adore Django et sa musique. Pendant 8 jours, 80 musiciens rendent hommage au maître. Concert en plein air et sur des péniches. 20 €. À Samoa, il suffit de se laisser porter au fil de l'eau, au fil des notes. « 50 ans après, la musique revit encore. Le truc, c'est de ne pas avoir de compétition. Quand on joue ensemble, quoi. On fait de la musique pour l'amour de la musique. » Se laisser porter, rêver, voir se refléter dans le hublot une image. Le roi du jazz manouche revit, le temps d'un voyage, le temps des gitans. Coup d'envoi des collections hommes printemps-été 2004, c'est l'agitateur Jean-Paul Gaultier qui a ouvert le bal hier soir. Ces défilés sont toujours un petit événement. Cette fois-ci, ou une fois de plus, une occasion pour ce créateur iconoclaste de faire couler beaucoup d'encre. Christelle Collin, David Fossard.
Agitateur pour certains, couturier d'exception pour d'autres, Jean-Paul Gaultier a profité hier soir du millier d'invités de son défilé pour lancer une ligne de maquillage pour hommes, autant dire une première mondiale. En effet, ça fait peut-être partie de ce à quoi les gens m'associent, c'est-à-dire à être audacieux. Mais je crois que mon audace n'est pas si grande que ça, parce que quand je fais quelque chose comme, par exemple, là, cette fois-ci, le maquillage pour hommes, c'est parce que ça correspond, je crois, à des envies de pas mal d'hommes. Connu pour ne jamais rien faire comme tout le monde, Jean-Paul Gaultier, c'est aujourd'hui blush, rouge à lèvres, anti-cerne, une douce folie créative. C'est quand même lui le plus enfant terrible, le plus iconoclaste, le plus déstabilisant, celui qui joue avec des codes très classiques et qui amène une touche de rébellion, d'irrespect. Donc si c'est pas lui qui le fait, on se demande qui peut le faire. Volonté d'innover, de provoquer, Gaultier c'est aujourd'hui 200 salariés, un parfum masculin en tête des ventes, une marque qui sait faire parler d'elle. C'est-à-dire que pour l'image, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, exceptionnel. Et puis c'est toujours bien d'être les premiers. C'est vrai que ça représente un investissement qui est lourd, mais qui n'est pas seulement de l'image, parce que ces produits-là, on va les vendre. L'an dernier, les hommes ont dépensé 659 millions d'euros en parfums et cosmétiques, soit plus de 10% du chiffre d'affaires de cette industrie. Reste à savoir maintenant si leur clientèle sera au rendez-vous. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, puis Fort Boyard, le premier de la saison. Je vous remercie de votre attention. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte sur ces images de coquelicots sur la plage rouge à Moscou. Les 200 000 fleurs artificielles plantées à l'initiative d'un grand couturier resteront en place pendant 4 jours. Les passants pourront ensuite les cueillir.